Coucou tous, je suis contente de vous retrouver en cette fin de semaine. J'espère qu'elle a été bonne pour vous parce que moi ça va très 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 bien. Euh, alors aujourd'hui, c'est un épisode, je pense que mes joueurs l'attendent depuis un petit moment peut-être. Ils ont peut-être hâte. On va parler de 4 survivants que j'ai sélectionnés. 4 survivants qui sont assez anciens et qui sont très actifs en fait sur mon serveur Life or Death. Donc je vais lire en fait leur histoire, je vais les présenter un petit peu, mais ça ne sera pas leur biographie liée à ce qui leur est arrivé en fait sur Life or Death, ça arrivera un petit peu plus tard. Je préfère quand même vous présenter en fait les survivants qu'il y a sur Life or Death, parce que c'est des personnages que vous allez croiser souvent et en fait les reconnaître, c'est assez important. Bon, après tout, bah, c'est les héros de l'aventure et de l'histoire Life or Death, donc voilà. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 4, mais sachez, donc je parle aussi aux joueurs, mais vous y passerez aussi, c'est-à-dire que je vais présenter vraiment tous les personnages, donc tous les survivants qu'il y a sur Life or Death, il n'y a pas de souci. Donc, bah, on va commencer. Honneur aux filles. On va commencer par Sina. Donc Sina Akatsuki. Donc elle a traduit ce que veut dire du coup son nom de famille. Akatsuki, ça veut dire aube. Voilà, donc c'est très joli. Akatsuki, elle a 18 ans. Donc je le rappelle encore une fois, elle a 18 ans en 2020. Hein, mais son corps en fait, il a été, il a été protégé, si vous voulez, du vieillissement grâce à la cryogénisation. J'arrive à le dire. C'est bon, pas de problème. Donc Sina, je vais vous lire un petit peu son histoire. Je vais éviter en fait de lire un petit peu les caractères des survivants, tout simplement parce qu'en fait ça va spoil en fait leur façon d'être, tout ça, et si je dois lire plus tard les histoires, les scénarios qui se sont déroulés sur Life or Death, ben voilà, ça va pas vous surprendre. Enfin, en fait, il y aura un spoil. Je préfère que vous appreniez en fait à les connaître tout simplement. Donc l'histoire de Sina, elle a des origines japonaises, je pense que vous aviez compris, mais elle est née en Amérique, dans un environnement toxique où ses parents ne s'occupaient pas d'elle, et son frère se servait d'elle pour ses activités illicites comme le trafic de drogue. Elle a baigné dans le monde de la mafia alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'années. Pour elle, inspirer la peur est un moyen viable d'avoir ce qu'elle veut. Le meurtre et le vol sont monnaie courante quand on la contrarie. Elle utilise le même matériel de dessin depuis des années, ayant gardé celui de son frère que son frère lui a ramené avant ses 10 ans. Avec le recul, il l'avait sûrement volé quelque part, mais cette époque était l'époque où il tenait vraiment à elle, la voyait plus qu'un outil, c'était un repère vraiment important pour Sina. Elle a appris à dessiner à cette époque, c'était un bon moyen d'échapper à la réalité. Au cours de son adolescence, elle a été mise en foyer d'accueil après l'arrestation de son frère et la découverte de son environnement toxique. Elle apprit donc le kendo, une sorte d'escrime japonaise, par curiosité et pour se défouler. Cependant, elle continue en parallèle de se laisser aller à la délinquance, car, en fait, c'est tout ce qu'elle connaît. Elle n'est pas à l'aise avec sa nouvelle famille, non pas parce qu'ils ne sont pas gentils, ils essayent de tout leur cœur de l'aider, mais elle ne sait juste pas comment fonctionne l'amour, elle ne sait pas comment répondre à leurs efforts, et ça ne fait que la frustrer et la pousser à se défouler et faire ce qu'elle connaît. Pourtant, si elle s'est déjà sali les mains en tuant pour son frère biologique parfois, il est important de noter une évolution dans le comportement de Sina. Elle n'a plus jamais tué, même quand elle était au pied du mur et alors qu'elle le pouvait. Elle refuse de tuer des êtres humains à nouveau. Mais si ce n'est pas humain, ce n'est pas grave de tuer, n'est-ce pas? Et un jour, alors qu'elle attendait le bus en retard pour rentrer chez elle, elle s'est lentement endormie dans le froid de décembre. Et blackout. Donc voilà, c'était pour Sina. Sina qui est l'une aussi de mes MJ et de mes modérateurs sur Life or Death. Donc je te fais un coucou et puis merci aussi pour l'aide chaque jour sur le serveur.
On va parler maintenant des objectifs parce que je pense qu'en fait les objectifs des survivants sur Life or Death, c'est assez important de les connaître parce que vous remarquerez en fait qu'il y a des liens, il y a des survivants qui sont liés par des quêtes, qui sont liés par des objectifs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rejoindre. Donc ça vous permettra aussi peut-être de comprendre certaines relations qu'ont les survivants entre eux, tout ça, tout ça. Donc c'est simple, les objectifs de Sina, c'est tout simplement de survivre et de protéger sa famille. Donc je pense que quand elle parle de famille, Sina, c'est les survivants en fait qu'elle a pu rencontrer et en qui elle a confiance bien sûr. Donc voilà, c'était pour Sina. On passe maintenant à un survivant. C'est parti. Ce survivant s'appelle donc Jack Shepard. Il est possible en fait que certains avatars je vais y arriver. Il est possible que certains avatars vous disent quelque chose. C'est les joueurs en fait, s'ils ont envie de jouer quelqu'un d'assez connu. Là, je parle notamment d'un acteur, mais ils ont le droit de prendre l'avatar qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. Donc, s'ils ont envie de s'amuser avec ces avatars, ils ont le droit. Je leur refuserai d'ailleurs jamais. Si vous avez trouvé donc du coup pour cet avatar donc de Jack Shepard, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et de jouer un petit peu à ce jeu parce que certains avatars je pense que vous les connaîtrez. Donc Jack Shepard, il a 29 ans, il est d'origine américaine et il est chirurgien. Donc c'est pareil, je vous passe sa personnalité parce que vous apprendrez à le connaître au fur et à mesure. L'histoire de Jack Shepard. Donc Jack Shepard est un fils d'un grand chirurgien, son père qui avec le temps a quelques soucis d'alcool, sa mère meurt d'un cancer à ses 15 ans, il était plutôt bon à l'école et projeté comme son père de devenir médecin. Pendant ses études, Jack travaille avec son père et remarque ses quelques erreurs qui, malgré un passif de médecin talentueux, l'inquiètent. Enfin diplômé et autorisé d'exercer seul, celui-ci enchaîne les opérations, récupérant la plupart du temps les patients de son père, soit à cause d'une erreur de sa part qui doit être résolue comme une opération ratée, ou bien simplement parce que Jack était le seul médecin de l'hôpital à tenter les opérations les plus risquées, redonnant espoir aux malades. Après plusieurs années, Jack devenait de plus en plus réputé pour ses miracles. Ayant redonné usage de ses jambes à une femme qui avait la colonne vertébrale complètement brisée, la femme qui deviendra par la suite sa compagne, donc elle s'appelait Kate. Il remarque aussi les problèmes d'alcool de son père. Et lors d'une opération, celui-ci exerce complètement saoul d'ailleurs. Le patient meurt et une enquête est donc ouverte. Jack dénonce son père après plusieurs jours complètement torturés entre ses valeurs de médecin et celui d'un enfant pour son père. Son père n'a plus l'autorisation d'exercer et Jack décide de continuer ses interventions. Kate quitte Jack un bonjour car celui-ci était bien trop occupé à cause de son boulot et ne s'occupait donc plus d'elle. Jack n'eut pas le temps de divorcer, que la catastrophe eut lieu. Il regrette de ne pas pouvoir réparer les choses avec la femme qu'il a aimée. Alors qu'il rentre de chez lui, espérant retrouver sa femme et arranger les choses, blackout. Donc voilà, c'était pour Jack Shepard. Jack, pareil, il a des objectifs. Il a des objectifs aussi dans Life or Death. C'est quelqu'un d'assez important, d'assez influent dans l'histoire de Life or Death par rapport aux survivants. Car Jack, en fait, c'est devenu au fur et à mesure un leader, un chef en fait de groupe. Et il a protégé en fait ce groupe dans le QG du centre commercial que je vous ai montré en fait dans les premiers épisodes. Donc Jack, ce qu'il veut en premier temps, c'est de protéger les siens, donc tout simplement protéger son groupe. Il veut retrouver la vie. Donc je pense que Jack, en écrivant ça, ce qu'il aimerait, c'est retrouver une vie normale. Bon, je doute que ça soit possible, que ça soit comme avant en fait dans Life or Death, mais oui voilà, il veut retrouver la paix tout simplement, une vie correcte et décente en fait, je pense pour son groupe et pour lui-même, pour l'avenir tout simplement. Et en fait, Jack, il aimerait s'empêcher de sombrer. Tout simplement sombrer parce que Jack a vécu énormément de choses en fait
sur Life or Death. Il a perdu énormément de gens. Il a eu des défaites comme il a eu en fait des victoires. De toute façon, grâce aux biographies que je lirai plus tard, je pense que vous connaîtrez les raisons pourquoi Jack en fait ne veut pas sombrer, pourquoi il veut absolument protéger le groupe, tout ça, tout ça. Donc après Jack Shepard, nous allons passer donc à une autre survivant, la Yakuza de Life or Death. C'est parti. Yaoke Oda. Donc Yaoke, la joueuse a traduit aussi ce que voulait dire Yaoke, et en japonais Yaoke ça veut dire aurore. Donc c'est pareil, c'est très 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 joli. Yaoke elle a 19 ans et voici son histoire. Pour faire court, Yaoke vient du clan Oda, une des plus importantes familles de Yakuza de tout le Japon. Ce clan a de nombreuses activités criminelles, comme le trafic d'armes et de stupéfiants, le racket ou encore les paris illégaux, pour ne citer que ça. Mais tout est camouflé par des activités honnêtes, bien sûr. Ainsi, les Oda possèdent des bars et des hôtels en amont. Yaoke est la fille cadette du patriarche du clan et possède ainsi une place de choix. Elle n'a pas les responsabilités de son grand frère qui devra un jour prendre la tête de l'organisation, ni les inconvénients d'être la petite dernière comme ses deux petits frères. En plus, c'est la seule fille de la fratrie, autant dire qu'elle a été choyée durant son enfance. En effet, depuis toujours, Yao a très vite trouvé sa place dans son monde. Elle fréquentait l'une des écoles les plus réputées de Tokyo et avait de bons résultats étant donné son milieu de vie, en plus d'être très bonne en athlétisme. Et elle adorait également passer du temps au QG du clan, à suivre son grand frère partout où on l'y autorisait, voir les stocks d'armes, les raquettes depuis l'intérieur de la voiture, ou les passages à tabac de gens qui ne payaient pas assez vite ce qu'ils devaient au clan. Ça l'amusait beaucoup, bien que son grand frère, assez protecteur, l'empêchait souvent de voir la scène bien comme il fallait. Cette double vie de bon élève et sportive aguerrie, le jour et membre à part entière d'un clan criminel la nuit, lui plaisait énormément. Cela a permis à Yaoke de devenir une personne singulière. Cela ne la dérangeait pas particulièrement, on lui apprenait à l'école à être une bonne personne, bien conforme aux règles, et à la maison, à être une personne supérieure aux codes de cette société et à ne pas vivre en attendant de mourir. Sa mère était là pour s'occuper d'eux et était une femme très aimante. Son père était souvent absent ou occupé à éduquer son fils aîné la plupart du temps, mais lorsqu'il consacrait du temps à sa fille unique, il prenait le temps de lui apprendre des choses qu'un père n'apprend pas à sa fille en temps normal, comme se servir d'une arme ou soudoyer la police. C'était immoral, mais Dieu sait que ça a servi à Yaoke bien plus que les vecteurs ou les équations qu'elle apprenait à l'école. C'était donc de cette manière qu'elle vivait avant le blackout. Le soir, avant sa disparition, elle traînait avec 2 amis à elle dans un quartier chic de la capitale à faire des courses et boire un coup. C'est lorsque tout le Japon célébra la nouvelle année 2020, vers minuit et demi, que Yaoke est déjà bien saoule dans un bar branché avec des amis qu'elle s'endormit sur la banquette. Puis plus rien, le noir, jusqu'à son récent réveil à l'autre bout du monde, l'Alaska. Ça a dû lui faire bizarre à la pauvre Yaoke de passer comme ça à cette vie assez très 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 animée, avec beaucoup d'activités, à du jour au lendemain, paf, blackout, fin du monde, tout ça, tout ça. Donc Yaoke aussi, elle a plusieurs objectifs, dont un que je lui ai donné en tant que MJ. Les objectifs de Yaoke, c'est de trouver Gabriel et son messager à l'aide d'un médaillon magique. Donc ça, c'est pareil, je vais pas vous raconter tout ça tout de suite, mais sachez que ouais, effectivement, on donne des quêtes, en fait, des missions parfois à certains joueurs, à certains survivants en fait. Et là, donc Yaoke, je lui ai donné un objectif et une quête. Pourquoi ? Vous le saurez sûrement plus tard. Yaoke aussi, elle voudrait apprendre le maniement du sabre, donc se perfectionner. Je suppose que maintenant, avec la fin du monde et avec le fait qu'il faut faire passer le temps, je pense que elle devrait trouver le moment pour y arriver. Elle voudrait retrouver aussi sa famille à Tokyo. Donc ça, Yaoke, bon courage, parce que pour l'instant, t'es bloqué en Alaska. Voilà. Elle voudrait bien sûr explorer et elle voudrait donc aider Jack Shepard
au QG. Donc comme vous l'aurez compris, voilà pourquoi je raconte les objectifs, parce que vous voyez bien que Yaoke et Jack se connaissent et ils ont l'air très très amis. Voire plus, mais je peux pas le dire. Voilà. On passe ensuite à un autre survivant. C'est parti. Nous allons parler du coup de Edward Erickson. Et je pense que Edward Erickson, rien que son avatar, ça va vous dire quelque chose, tout simplement. Donc à vous de me dire dans les commentaires à qui appartient cet avatar. Donc Edward Erickson, il a 31 ans. Il est né au Canada, plus exactement au Québec, au nord de Montréal, non loin des réserves naturelles. Sa mère avait des origines norvégiennes. Ses ancêtres ont fait partie des tout premiers colonisateurs de ce continent et étaient arrivés aux terres qui devinrent le Groenland. Son père, lui, était un militaire canadien, bien plus proche de sa mère que de son père, jusqu'à ses 14 ans où celle-ci, atteinte par un cancer, lui confie alors la hache de la famille. Elle a appartenu aux descendants des premiers vikings qui ont colonisé les Nouveaux Mondes. D'ailleurs, cela avait rendu fier Édouard qui s'était toujours intéressé à ses ancêtres, aussi bien du côté de sa mère que de son père, mais avec une nette préférence pour le côté maternel. Suite au décès 3 ans plus tard de sa mère, le père de l'adolescent le prit sous son aile, changeant de poste pour un nécessitant pas de déplacement majeur pour qu'Édouard puisse terminer ses études. Arrivé à 18 ans, son père lui fit découvrir le milieu militaire et voulant un peu se sortir de sa forêt et découvrir d'autres horizons, il accepta de rejoindre l'armée qu'il fera pendant 2 ans avant de renoncer car c'était pas pour lui d'obéir bêtement aux ordres. Il se reconvertit alors et devint bûcheron. Il vit dans un chalet plutôt spacieux, les années passent et il rencontrera Amandine qui deviendra sa compagne. Elle travaillait dans une réserve et s'occupait du bien-être et de la survie de beaucoup d'animaux. D'ailleurs, par moments, Edward l'assistait pour l'aider à les soigner ou à s'en occuper. Il a donc des bases assez légères là-dedans. Ils finirent par se marier et auront une petite fille du nom de Ludmilla. Celle-ci était en pleine santé et tout se passait bien pour le couple. Ludmilla, grandissante, semblait comme son père à son âge, elle s'intéressait un peu à tout, ses origines, la nature et les animaux. Elle avait actuellement 6 ans et ils décidèrent de partir en mer pour lui montrer un autre côté de cette nature qu'elle adorait tant, mais alors qu'ils étaient en pleine mer, blackout. Donc voilà pour l'histoire du coup de Edward. On passe maintenant aux objectifs de Edward. Edward, ce qu'il veut, c'est tout d'abord retrouver sa famille, donc sa femme et sa fille. Il ne sait pas en fait ce qu'elles sont devenues, donc je vous le dirai pas non plus. Soit elles sont mortes, soit elles sont pas mortes, tout simplement. Il aimerait aussi retrouver une femme qui s'appelle Swan et qu'il a aimée. Donc c'était l'un de mes personnages, oui, parce que alors moi je vous explique, si vous voulez je vous ferai un topo dans une autre vidéo, mais ouais, j'ai eu plein de personnages dans Life of Death. En général, en fait, j'aime pas... j'arrive pas à garder un personnage trop longtemps comme eux, en fait. Je sais pas comment ils font. Après, c'est bien parce que eux, du coup, ils font évoluer leur personnage, tout ça, ils changent. Moi... disons que tous les 3 mois en gros je change de personnage parce que je suis inspirée par un autre ou j'ai envie d'autre chose, voilà. Donc sachez que Swan en fait Edward il l'a beaucoup aimé et elle a disparu en fait justement en découvrant l'île de Lofoten, île dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes il me semble. Il y a eu un événement, ils sont partis en mer et il y a eu une tempête et elle est tombée à l'eau et ils l'ont plus jamais revue. Donc voilà, donc Swan a disparu et comme pour la femme et la fille de Edward, en fait il ne saura pas si elle est morte ou si elle a tout simplement disparu. Voilà. Et puis c'est pareil, je vous le dirai pas, je vous spoilerai pas. Edward, il a aussi un autre objectif, c'est éradiquer le démon Lilith pour empêcher l'apocalypse. Alors sachez que là c'est pareil, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi en fait Lilith, donc le démon Lilith, est venu sur Terre. Elle a forcément un objectif, un projet, mais lequel personne ne sait. Et enfin, l'objectif de Edward
et de déboucher ce fameux tunnel dont aussi je vous ai parlé dans les premières vidéos. Donc un fameux tunnel bouché dont les survivants essaient en fait de déboucher et d'ouvrir la voie. Et voilà pour les 4 personnages, donc les plus anciens et les plus actifs, je dirais, de Life or Death. Donc je vous en présenterai d'autres dans des futures vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu passer un bon moment. Je vais profiter en fait de cette fin de vidéo pour remercier quelqu'un. En fait, je pense que vous avez remarqué les petits avatars des survivants pendant que je discutais. Voici le mien qui apparaît là maintenant. Donc du coup, je voulais remercier Louvren qui produit justement ces petits avatars, qui s'en amuse et qui a une chaîne aussi YouTube. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Allez voir parce que elle a sorti quelques petits clips comme ça avec des avatars, c'est sympa. Donc du coup, je te remercie en fait d'avoir créé les petits avatars de mes survivants et du mien aussi. Merci beaucoup. Et quant à vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une belle nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, ciao.